Bonjour tout le monde. Merci Dominique pour ces bons mots. Si je suis ici aujourd'hui et si je participe intensément au travail de l'association pulmonaire, c'est parce que Dominique et toute son équipe m'ont vraiment enchantée et m'ont vraiment accaparée parce que je pense qu'ils font un travail exceptionnel et j'ai décidé de porter main forte. Alors aujourd'hui, je vais vous témoigner tout simplement de ce que j'ai vécu. Je tiens à vous préciser que les écrans ne sont pas le meilleur moyen pour partager des émotions, mais je vais tenter de le faire du mieux que je peux. Je dois vous préciser aussi que je ne suis pas médecin, donc je ne pourrai pas vous apporter des réponses à des questions très techniques. Je viens partager simplement mes craintes, mes angoisses, mes peines et les joies aussi que j'ai pu éprouver au cours de ces 6 dernières années. Tout d'abord, je voudrais vous préciser quelques mots que je n'aime pas entendre et que je rejette du revers de la main. Le mot survivant, qui pour moi veut dire on vit au-dessus de. Non, on vit, point. Le deuxième mot est battant. Battant, quand on dit à quelqu'un tu es battant, tu vas guérir, ce n'est absolument pas vrai. Parce que j'ai rencontré des battants qui, hélas, ne sont plus là aujourd'hui. Et j'ai rencontré aussi des mous qui sont toujours là et qui n'ont rien fait pour gagner ce qu'on appelle la bataille, qui n'en est pas une. Troisième mot, c'est prolonger. Quand vous rencontrez un médecin qui vous dit « on va vous prolonger », non. Prolonger de combien? Vous allez me prolonger de quelques heures, de quelques années, dans quelles conditions? Ce n'est vraiment pas un mot approprié. Sois positive. Oui, je veux bien être positive, mais donnez-moi aussi le temps de le devenir. Quand on a un diagnostic de cancer du poumon de stade 3, on ne peut pas être positive dans les minutes qui suivent. Il faut se donner le temps de digérer la nouvelle et par la suite de reprendre son souffle. Pourquoi moi? Cette question ne sert à rien parce que pourquoi moi? Mais pourquoi pas les autres? Et pourquoi les autres et pas moi? Alors, ce n'est pas une fatalité, mais c'est comme ça, c'est arrivé, il faut l'assumer, puis il faut se tenir debout pour essayer le mieux possible d'arriver dans les meilleures conditions à la fin d'une et arriver à une rémission. D'autre part, il y en a qui disent, et je l'ai entendu, vous avez fumé? Ah, c'est donc le sort qui vous est dû parce que vous avez fumé. Non, ce n'est pas juste, puisque ce n'est pas seulement parce que des gens ont fumé. Il y a des gens, c'est à cause du radon. Il y en a d'autres, c'est à cause de leur profession. Et il y a de multiples raisons. Alors voilà pour une première petite introduction de mots que je n'aime pas entendre et que je voulais partager avec vous. Passons à mon histoire. Un jeudi du mois de novembre, alors que j'allais passer un examen de routine chez mon médecin de famille, il me prescrit une radio des sinus parce qu'il trouvait que j'avais les sinus un peu inflammés. Puis il dit, puisque ça fait assez longtemps que vous n'avez pas passé une radio de poumon, on va la passer à tout hasard. Je vous mentionne que je nageais 20 minutes par jour, je marchais 1 heure par jour, je m'alimente très bien, je mène une vie extrêmement saine, donc je suis très confiante. Je vais passer ma radio des sinus et du poumon. Le lendemain après-midi, le médecin m'appelle
je suis au bout de mon cellulaire et il me dit, j'ai une mauvaise nouvelle, vous avez un cancer du poumon. Je suis complètement effondrée, je ne m'attendais vraiment pas à cette nouvelle, aucun symptôme, tout va bien dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Alors, je rentre chez moi, je suis même pas dans le décor, je sais pas ce qui se passe, on me ramène à la maison. Et là, je passe la fin de semaine, n'oubliez pas qu'on est un vendredi après-midi puis qu'il n'y a personne au bout de la ligne. Alors, je rentre chez moi, je passe la fin de semaine au fond de mon lit, me voyant déjà en soins palliatifs. En fait, je ne sais pas quelle est l'ampleur de mon cancer. Donc, lundi matin, je m'arrange pour avoir un scan parce que la radio n'était pas suffisante pour évaluer l'ampleur du dégât. Je vais passer un scan au privé parce que le médecin a envoyé mon dossier à l'hôpital. Mais combien de temps va prendre l'hôpital pour m'appeler? Je ne le sais pas et je veux savoir où j'en suis. La période d'attente sont les pires moments qu'on puisse vivre entre un moment où on vous dit un cancer et le moment où on vous dit voilà où vous en êtes. Donc, le lundi matin, je vais passer un scan. Le radiologiste me dit ça n'a pas l'air très beau. Ça partait mal. Heureusement, à l'ICPQ, leur système de prise en charge est extrêmement rapide. Et je dois vraiment les remercier parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à tout ce système qu'ils ont mis en place pour que tout se passe dans les meilleurs délais. 2-3 jours après, l'hôpital m'appelle, ils avaient reçu mon scan et ils me prennent en charge. Je rencontre un médecin qui me dit, écoutez, à partir de votre scan, on voit qu'il y a un ganglion qui est atteint. Je peux vous dire tout de suite, vous êtes au stade 3. On sait très bien qu'il n'y a que 4 stades. Et là, tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas de métastase pour pouvoir éventuellement opérer. Très bien. Et là, la valse des tests commence. On commence par un TEP, c'est-à-dire qu'on injecte d'une forme d'un liquide sucré qui attire et qui ranime les cellules cancéreuses parce que les cellules cancéreuses apparemment aiment beaucoup le sucre. Donc, on me fait passer un TEP. Très bien. Le TEP indique exactement où sont les cellules cancéreuses. Et on me dit, bon, là, écoutez, c'est limite. On va passer une IRM du cerveau pour savoir si vous n'avez pas de métastase au cerveau. Alors, évidemment, grande inquiétude, qu'est-ce qu'on va découvrir? On voit déjà les suites et on se dit, ça y est, je vais devenir paralysée, tout ce à quoi on peut penser est inimaginable et on va au-delà même de toute imagination. On retourne voir le médecin, évidemment. Mon mari m'accompagne à chaque visite. Il a été d'une grande patience. Je retourne voir le médecin qui me dit, l'IRM indique qu'il n'y a pas de métastase au cerveau. Ouf, soulagé. Mais savez-vous peut-être qu'il y a des métastases aux os? On va passer une scintigraphie osseuse. Notez qu'entre chaque examen et chaque visite, il y a au moins un 7-8 jours, 10 jours. La scintigraphie osseuse indique qu'il n'y a pas de métastase osseuse. Ouf! Et là, on se rapproche un petit peu du succès, donc. Mais non, il faut passer un IBUS. C'est-à-dire qu'on vous passe, suite à une narcose évidemment, vous êtes réveillé mais vous ne sentez rien.
On vous passe un tube pour aller voir s'il n'y a pas de métastase autour des poumons. Alors, vous avez une caméra et vous voyez tout ce qui se passe. Vous entendez les médecins parler, mais vous ne souffrez absolument pas. Bon, alors, le IBUS dit, il n'y a pas de métastase apparente. On est toujours à la course auprès des métastases. Et pour finir, on me dit, écoutez, il reste une dernière étape, c'est une biopsie médiastinale. C'est-à-dire que sous anesthésie générale, on passe un tube entre la peau et le pharynx et le médiastin, en fait. Et la biopsie indique qu'il n'y a pas de métastase. Merveilleux, mais le ganglion est toujours là. Je suis toujours au stade 3. Et là, c'est vraiment une course contre la montre. Je rencontre la chirurgienne qui me dit, nous allons essayer 2 traitements de chimio qui seront intenses. Je vous avertis, il faut tuer le ganglion, il faut au moins le réduire. Alors, très bien, on commence les traitements de chimio. Intense, quand on dit intense, c'était vraiment intense. J'étais KO. Mais je me disais, ça vaut la peine puisqu'il y a encore de l'espoir. Alors, on tente le tout pour le tout. Au bout d'1 mois, les séances de chimio sont terminées. Je repasse un scan et là, l'oncologue qui voit le scan me dit c'est vraiment pas génial, votre ganglion a gonflé au lieu d'être réduit. Je vous avoue que c'est une des très mauvaises nouvelles que j'ai eues. Je suis dans la salle d'attente, je suis effondrée, je pleure mon âme. Et là, par hasard, comme quoi la vie fait bien les choses, la chirurgienne passe, me voit effondrée, me prend dans ses bras, mais elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui explique. Elle me dit, attendez, je vais aller voir. Elle revient. Elle me dit, écoutez, je suis prête à tenter le tout pour le tout. Je ne peux rien vous garantir, mais je peux essayer. Si vous voulez, vous risquez avec moi, mais on est 2 à risquer. Je peux pas risquer seule. C'est trop sensible comme opération. Le choix, je pense, est vite fait. Et je dis oui. Nous sommes déjà rendus au 18 mars. De novembre à mars, les angoisses se suivent et ne se ressemblent pas. Ça peut être soit pour une douleur que je n'avais jamais ressentie et qui se manifeste. À ce moment-là, je me dis, ça y est, le cancer a augmenté. Il prend de l'ampleur, on ne réussira pas. À d'autres moments, je me dis, mais non, si on est arrivé là, il faut vraiment aller de l'avant. Alors très bien, le 18 mars arrive docteur Ugalde, qui brésilienne, qui vient d'arriver. Elle a peut-être 40 ans, toute jeune, dynamique. Je lui fais confiance. Elle me dit qu'elle allait ouvrir. Si au bout d'1 heure, elle avait appelé mon mari, c'est qu'il n'y avait rien à faire. Sinon, l'opération devrait durer environ 3h30. Et si ça dure 3h30, il se pourrait que je me réveille avec des cordes vocales sectionnées parce qu'elle va faire tout ce qu'elle peut pour enlever un maximum. Très bien. L'intervention aura duré 8 heures. Je me suis réveillée, j'étais branchée, le nez, les bras, les 2 bras, une sonde et un tube dans le poumon. Alors, je passe quand même 5 jours aux soins intensifs, qui étaient des moments
difficile, mais tellement encourageant. Les inhalothérapeutes, les infirmières, on lève la main, tout le monde est là autour de vous. Je n'ai de mots pour exprimer toute ma reconnaissance à toutes ces personnes qui m'ont aidé à récupérer, à revivre. En fait, c'était une deuxième vie. Au bout de 5 jours, on me transfère aux étages réguliers où je récupère un petit peu plus. Mais à un moment donné, je suis dans mon lit et je vois toute l'équipe de soignants qui sont autour de moi. Je me demande ce qui se passe. On me dit, vous avez fait de la fibrillation auriculaire. Jamais senti ce que j'avais fait, mais ça avait l'air d'être vraiment très important parce qu'il y avait au moins 6 personnes autour de mon lit. Et j'ai dit, bon, encore autre chose qui se passe. Vous allez voir, on va maîtriser le tout. Très bien, c'est à cause de l'opération, parce qu'on vous a sectionné l'artère pulmonaire. J'espère que vous l'avez bien recousu. Alors tout le monde a bien ri en disant oui, 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 ne vous inquiétez pas, sinon vous ne seriez plus là. Le lendemain, la chirurgienne passe me voir et me dit, je suis contente parce que j'ai sauvé vos cordes vocales, j'ai pu enlever beaucoup. L'opération a été extrêmement longue, extrêmement difficile, mais un véritable succès à mon avis. Tout ça n'est pas terminé. Mais elle me dit que, vu l'importance de l'opération, elle a filmé et avec mon autorisation, elle va passer l'opération à un congrès international. C'est vous dire que ça devait être important. Au bout de 7-8 jours, donc, je sors de l'hôpital, mais en sortant, on m'annonce que j'ai 50% de chances de revenir dans l'année qui suit. Donc, si vous avez des douleurs aux os, si vous avez des maux de tête, une perte d'équilibre, n'importe quel signe nouveau, présentez-vous rapidement parce que vous pouvez faire des métastases et en développer rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, d'année en année, les chances de retour à l'hôpital s'amenuisent. Et au bout de 5 ans, nous pourrons vous dire si ça a fonctionné ou pas. Pour mettre les chances de notre côté, nous allons vous proposer 16 semaines de chimio, à raison d'une chimio par semaine. Vous devez venir la veille et pour des examens de sang et le lendemain pour votre chimio. Donc, j'accepte. Je suis accompagnée d'une infirmière pivot qui a été, je dirais pas le mot ange gardien parce qu'il était quand même assez galvaudé ces temps-ci, mais ça a été une personne extraordinaire qui m'a accompagnée tous les jours de ma vie depuis le moment où j'ai été opérée. Elle a pris sa retraite et maintenant nous sommes amies. Brigitte m'appelait aux 2 jours, me demandait si je mangeais bien, si j'avais des douleurs, si je faisais des exercices, si je marchais. Elle m'a encouragée pas à pas. Ça a été, je souhaite à tout le monde d'avoir une personne aussi merveilleuse à côté de soi. Alors, évaluer sa détresse aussi est une chose extrêmement importante parce que on peut s'aider, mais on peut aussi avoir recours à des aides. Et ça, je vous recommande fortement, ne pas hésiter à demander de l'aide. Les gens sont là. L'association pulmonaire est un excellent tremplin. Puis, s'ils ne peuvent pas apporter l'aide, ils vont vous diriger vers les bonnes personnes. Il y a des jumelages qui sont possibles. Il ne faut pas hésiter. C'est comme ça qu'on finit par s'en sortir. Ensemble. Seul, on ne peut rien faire.
Je dois vous dire que on passe par des grandes angoisses, des grandes peines, mais on a aussi de grandes joies. Le jour où, au bout de 5 ans, on m'a dit, aujourd'hui, on peut vous dire, vous êtes guérie. Elle m'a prise de nouveau dans ses bras. Puis elle m'a dit, je suis tellement contente. Et nous avons pleuré toutes les deux ensemble. La médecine fait des pas de géant. Quand j'ai commencé mes traitements, on m'a dit 13% de chance de guérison au bout de 5 ans. 6 ans plus tard, on est à 19%. Je vous avoue que c'est un pas de géant. Les tests, les biomarqueurs, tout ce que on développe, toute la recherche qui se fait avec des avancées spectaculaires doivent donner beaucoup de chance. Dominique est présente avec toute son équipe tous les jours, les soirs, les fins de semaine. Elle ne lâche pas. Elle insiste pour ramasser des dons, pour aider les gens, pour organiser des groupes d'entraide, des jumelages. Son imagination ne tarit pas. Écoutez, moi, c'est pour ça que je suis impliquée vraiment dans l'association pulmonaire, parce que j'ai remarqué tout ce qu'il pouvait faire, les miracles auprès des gens qui sont en détresse. C'est le plus important. Mais il faut faire confiance aussi. S'aider soi-même, ce n'est pas dire simplement je suis positive, mais faire des choses. Aider les autres aussi apporte un soulagement. Alors, je dois remercier, je vous l'avoue, outre l'association pulmonaire, tous les médecins de l'ICPQ qui m'ont accompagné jour après jour dans mes peines, qui m'ont tenu la main. Mon mari qui était là, évidemment. Jusqu'à aujourd'hui, je dois vous dire que c'est encore, ça vient me chercher. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, vous pouvez les poser maintenant. Vous pouvez m'appeler. Dominique sera là pour vous donner toutes mes coordonnées. Ça me fera plaisir de vous aider. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir apporté un brin de réconfort et surtout de l'espoir. Alors, si vous avez des questions, je suis là. Merci. Je vais me permettre de t'appeler Marilyn Oui, et moi, Dominique. parce qu'on se connaît depuis si longtemps. Je veux te remercier, puis encore une fois, tu es venu me chercher. Alors, merci infiniment pour ce partage extraordinaire. Et oui, les gens peuvent communiquer avec moi, l'Association pulmonaire, pour pouvoir te parler. Ça me fera plaisir de partager ton numéro de téléphone ou ton courriel. Et je suis persuadée que beaucoup des personnes qui participent aujourd'hui se sont reconnues en toi. Et c'était vraiment important pour nous d'avoir un témoignage, mais ton témoignage est vraiment, c'est vraiment venu sûrement chercher tout le monde. En tout cas, c'est venu me chercher aussi. Puis on se reconnaît tellement à travers ton récit que je veux te dire merci. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour tout le monde. Oh, mais... Parce que c'est pas une mission facile d'accompagner des gens, surtout en maladie respiratoire, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va mourir étouffé. Et ça, c'est une grande angoisse quand on apprend qu'on a un cancer du poumon. Et surtout quand on ne sait pas l'ampleur du dégât. Au début, on vous dit, vous avez un cancer du poumon, c'est OK, mais c'est quoi? J'ai oublié de vous dire que mon cancer avait 5 centimètres.
c'est quand même assez gros. C'est énorme. Et c'est pour ça que les médecins hésitaient, puis qu'il y a eu une seule qui voulait tenter l'expérience. En fait, c'était vraiment une expérience. Elle arrivait de sa surspécialisation. Puis elle a tenté. Ça faisait 2 mois qu'elle était au Québec. Elle est brésilienne. Puis je la remercie tous les matins d'avoir risqué. Parce que Marilyn, sinon, avant de te quitter, parce qu'il faut passer, j'ai quand même quelqu'un qui a écrit ah oui, et qui dit merci beaucoup. Votre partage m'a fait beaucoup de bien. Bonne continuité, chère dame. merci. C'est très gentil. J'apprécie énormément. Alors, ben, encore une fois, merci beaucoup. Puis, merci d'avoir ouvert notre journée en toute émotivité. Et ben, je te laisse aller à ta journée. Je sais que ce sont des journées très longues. Et je vous laisse entre les mains de notre conseiller aux événements, M.